Imaginez Paris il y a 5000 ans. Une colline, un marais et une grande rivière. Sur ces terres sauvages régnait alors un seigneur des bois. Par tous les animaux de la forêt, il était craint. Et puis un jour, les hommes sont venus. Ils ont bâti des remparts contre les loups. Ils ont chassé la nature. Des millions d'hommes et de femmes sont venus de toutes parts. Ils ont construit une immense cité où ils se sont regroupés. Certains se déplacent sous terre, d'autres dorment en hauteur. Ils arpentent la ville en quête d'amour et d'aventure. Mais se doutent-ils qu'autour d'eux, d'autres êtres vivants veulent aussi en profiter? Aujourd'hui, la nature prend sa revanche. Elle revient vivre à Paris. 3000 espèces sauvages vivent à côté de nous des aventures insoupçonnées. Ils viennent chercher l'amour, le gîte ou le couvert. Au milieu de nous, ils réussissent à élever leurs petits. Certains attendent que nous dormions pour mener la grande vie. Il y en a même qui viennent pour la chasse. Par quel miracle sont-ils revenus? Comment vivent-ils aujourd'hui à nos côtés? Tout proche de nous, mais à l'abri de nos regards. Voici un grand voyage dans Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Au milieu de ceux qui ont choisi de vivre dans la plus belle ville du monde. Notre histoire commence par celle d'une famille pas vraiment comme les autres. À première vue, c'est une famille d'oies cendrées, nos bonnes oies d'Europe. Nous sommes en automne. Les parents emmènent leurs 5 enfants s'installer au chaud, dans le sud. Sur leur route, comme tous les ans, ils ont prévu une escale à Paris. Jusque-là, tout est normal. Mais la surprise, c'est elle. Cette petite tête blanche avec une barre noire sur les yeux. Une oie à tête barrée. Elle n'a rien à faire ici. C'est une oie originaire de Chine. Pourquoi voyage-t-elle avec cette famille européenne? Elles ont quitté la Suède il y a 2 jours et ont volé presque non-stop. Tout le monde est épuisé. Elles ont besoin de se restaurer et de bien dormir. Ça tombe bien, Paris n'est pas loin. Pour s'orienter, elles suivent des repères qu'elles connaissent. Le château de Versailles, par exemple. Elles savent que la grande cité n'est plus qu'à 10 minutes de vol. Après le château, il suffit de suivre l'autoroute de l'Ouest et de rejoindre la Seine, c'est bien connu. La grande cité. Paris n'a pourtant pas toujours attiré les animaux. Quand les premiers hommes arrivent ici, ils trouvent un marais inondé par une rivière sinueuse. La tribu gauloise des Parisis s'installe, mais elle a les pieds dans la boue. En latin, lutum, la boue, qui donnera à la cité son premier nom, Lutèce. Leur premier objectif, éloigner le monde sauvage.
Alors ils défrichent, ils assèchent, ils construisent des digues, ils accumulent des couches de pierre et de ciment. Plus d'arbres, plus de plantes. Pendant des siècles, il n'y a plus de nature à Paris. Pour les animaux, la ville devient invivable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bien au contraire, la cité est redevenue une terre d'accueil pour ceux qui tentent l'aventure. Première étape pour notre famille de voyageuses, le meilleur restaurant gastronomique de la capitale. À l'ouest de Paris, l'hippodrome de Longchamp. Venir déjeuner à Longchamp, c'est une véritable tradition familiale. Phase de descente, position d'approche, préparez-vous pour l'atterrissage. Et maintenant, le festin. On sent bien que cette herbe est choyée, engraissée, arrosée et tondue juste à point. Rares sont les établissements qui servent un repas d'une telle richesse. Il y a des millions de brins d'herbe et évidemment, on veut le même que sa voisine. Petite Chinoise est probablement une fugitive. Ces oies à tête barrée sont importées d'Asie et vendues comme oiseaux d'ornement pour décorer les parcs. Elle est née en captivité. Un jour, elle a dû voir cette famille d'oies sauvages passer au-dessus de sa tête. Elle s'est évadée. Ce que les oies n'ont pas calculé, c'est qu'il ne faut pas arriver dans ce resto-là un dimanche. Maintenant, trouvez une bonne auberge pour la nuit. Direction le bois de Boulogne. La mare Saint-James est à 2 pas de la porte Maillot. C'est un gîte de première qualité. Dans les beaux quartiers, où de nombreux Parisiens viennent se livrer à leurs étranges activités. Pas de danger, ils sont inoffensifs. Petite Chinoise commence par goûter la saveur de l'eau. Tout va bien, c'est potable. Visiblement, nos oies ne sont pas seules à connaître cette adresse. Une autre famille de voyageuses, mais celles-ci sont des oies américaines. Étrange. On se salue poliment et on partage les lieux. Le dortoir disponible est ici une petite île au milieu de la mare. Pour commencer, une bonne sieste. Et sur une patte, s'il vous plaît. Comme ça, l'autre est bien au chaud. L'histoire de Petite Chinoise pourrait ici se poursuivre normalement. Mais ce serait sans compter sur les hasards de la vie. Là-bas, sur l'autre berge, une autre tête barrée. Depuis ses parents, Petite Chinoise n'a jamais revu une de ses congénères. Dans la mémoire des oiseaux, les images des premières heures de la vie restent gravées à jamais. Les oies à tête barrée vivent naturellement entre l'Inde et la Chine. Chaque année,
elles franchissent l'Himalaya à 10 000 mètres d'altitude. Capables de voler presque sans oxygène, elles sont, avec les grues demoiselles, les oiseaux qui volent le plus haut au monde. Par quel mystère ces deux oies déracinées sont-elles attirées l'une vers l'autre? Les hommes ont parfois de drôles de distractions. C'est précisément un de ces loisirs qui a permis le retour des arbres et des plantes dans cette ville de pierre et de ciment. Au XVIe siècle, une nouvelle mode arrive d'Italie, la promenade. Une invention qui consiste à aller et venir sans but précis. Pour agrémenter ces promenades, la reine Catherine de Médicis exige un jardin à l'italienne à côté de son palais du Louvre. Des plantes, de l'eau et des statues. Miracle! La nature revient pour la première fois dans le centre de la ville. Mais ce jardin est réservé aux nobles. Un siècle plus tard, la haute bourgeoisie s'entiche à son tour de cette mode. Eux aussi veulent leur jardin pour leur promenade. Qu'à cela ne tienne, on plante des arbres à la Concorde et aux Champs-Élysées. Les bourgeois s'y promènent et ajoutent au rituel une drôle de fantaisie. Dans la promenade mondaine, il faut voir et être vu. Bientôt, le but de la promenade devient la place de l'Étoile. Elle est alors plantée de somptueux jardins de l'époque. Aujourd'hui, les effets de cette mode italienne tracent encore les lignes vertes de la capitale. Étonnant? Quand la Révolution arrive, le peuple réclame lui aussi ses droits à la flânerie. Il faut des jardins pour tous les Parisiens. C'est la démocratie. Alors Napoléon III fait planter 40 000 arbres. Il crée le bois de Boulogne. Un parc avec de multiples paysages factices. Torrents, cascades, lacs. On y fait venir des oiseaux d'ornement. Ça fait plus vrai. Les premiers venus sont le cygne anglais, le colvert et le paon indien. On vient au bois pour les voir. La promenade devient un voyage paisible dans une nature aseptisée. On y vient même en famille. On y vient s'y montrer le dimanche. La nature à Paris devient tendance. Mais ces nouveaux bois sans prédateurs commencent à en attirer d'autres. Les oiseaux sauvages se laissent aussi tenter par l'aventure. Dans la foulée du bois de Boulogne, 3 autres espaces naturels sont créés pour le peuple de Paris. Les buttes Chaumont au nord, le parc Montsouris au sud et le bois de Vincennes à l'est. Dans ce dernier, une belle surprise nous attend. Un animal mythique de nos campagnes a réussi à se faufiler dans la ville. Quand les hommes rentrent chez eux, la vie surprenante des renards commence. Ils sont aujourd'hui une petite centaine. Cette renarde a mis bas il y a quelques semaines. 2 renardeaux issus d'un paternel rencontré dans une gare. Mais ce gredin n'avait pas le goût pour la vie de famille et Renarde est devenue une mère célibataire. Elle s'est parfaitement adaptée à la vie urbaine. Elle sait entrer dans Paris au crépuscule et en ressortir à l'aube avec quelques provisions. Grâce au tunnel désaffecté, elle a accès à tout Paris. Ces renardeaux ne sont jamais sortis de leur tanière. C'est leur monde et il est habité par nos restes. L'un d'entre eux est né avec un handicap. Un des yeux de petit renard n'est pas en mesure de distinguer les formes. C'est toujours son frère qui découvre les choses en premier. S'ils étaient nés à la campagne, ils seraient déjà dehors et autonomes.
Mais c'est le prix à payer quand on habite en ville. Les jeunes restent plus longtemps à la maison. Chaque nuit, Renarde est en chasse. Mais elle commence à en avoir sa claque. Ces deux ados attardés de fils sont insatiables. C'est trop de boulot pour une mère célibataire. Les quelques gourmandises qui s'égarent dans leur tanière sont toujours pour le même. Petit Renard n'a jamais sa part. Attendre sa mère et espérer un bon repas. Dans leur tanière, Petit Renard et son frère sont en sécurité. Dans quelques jours, ils vont devoir sortir et découvrir un monde plein de dangers. Bientôt, le destin de Petit Renard va basculer. Des renards à Paris, c'est nouveau. Pour venir de la campagne, ils ont dû traverser des kilomètres de zone urbaine au milieu du trafic sans être vus. Mais pour creuser sa tanière en plein Paris, il faut être sacrément gonflé. En réalité, on ne sait pas comment ces renards ont réussi cet exploit. Les oiseaux sont venus à Paris par les airs, les renards ont traversé la banlieue en suivant les routes, mais certains ont trouvé un autre chemin. Une voie inattendue qui leur a permis d'entrer dans la cité, le canal Saint-Martin. Au nord-est de Paris, il est l'œuvre de l'autre Napoléon, Bonaparte. Les eaux polluées de la Seine étaient à l'origine de nombreuses épidémies. Il fallait une nouvelle source d'eau potable pour Paris. C'est ainsi qu'il fit venir l'eau d'une rivière, l'Ourcq, dans la ville. C'était il y a 200 ans, mais aujourd'hui, monsieur et madame Miocastor s'en fichent pas mal. La seule chose qui les intéresse, c'est de trouver un logement tranquille dans la capitale. Il faut dire que depuis quelque temps, la vie à la campagne est devenue fort dangereuse. On les piège, on les empoisonne, on leur tire dessus, c'est clair, les humains des champs ne veulent plus d'eux. De l'avis de madame Miocastor, les raisons sont tout à fait illégitimes. On les accuse de creuser des galeries qui font écrouler les routes. Et les routes, elles ne font pas s'écrouler leurs galeries? En bref, voici pourquoi ils ont décidé de s'installer en ville où personne ne leur veut du mal. Le plus important est d'abord de trouver un terrain propice avec vue sur l'eau. Ah, voilà le bon endroit. Cet emplacement plaît bien à madame et les trèfles sont du goût de monsieur. Ici, ils seront bien. Même très bien. Maintenant, on creuse. Finalement, cet endroit n'est pas très sûr. Mieux vaut aller voir ailleurs. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut jouir d'une telle liberté. Descendre le canal en plein jour sans se faire canarder. Madame Miocastor est conquise et monsieur rassuré. Mais la ville a ses secrets. Ils sont prisonniers d'une écluse. Pas de sortie possible.
Fin du tsunami. L'alerte est levée. Les ancêtres de ce couple ont été importés d'Amérique au XIXe siècle pour leur fourrure chaude et peu chère. Ils se sont échappés des élevages et ont trouvé nos rivières à leur goût. Mais la vie urbaine, ils ne sont pas habitués. Un arbre, ça ils connaissent. Ici, ils pourront au moins passer la nuit tranquille. Tranquille, oui, mais le bruit des hommes, ça ne s'arrête jamais. La sécurité de la ville vaut-elle le calme de la campagne? Étonnamment, de plus en plus d'espèces semblent le dire. Cette migration des animaux de la campagne est liée à un mouvement beaucoup plus vaste. Il y a 20 ans, notre vision de la nature change. On commence à comprendre que tous les êtres vivants sont liés. Insectes, plantes, mammifères, les uns ont besoin des autres. Peut-être que nous aussi, d'ailleurs. Alors fini les jardins artificiels bourrés d'insecticides. Il faut de la vraie nature, avec de vrais écosystèmes frétillants de vie. En 2006, on bannit les pesticides des parcs et jardins de Paris. L'effet est immédiat. Très vite, des milliers d'insectes reviennent. Et devinez qui adore les insectes? Les oiseaux. Aujourd'hui, il y en a 150 espèces. Une invasion qui n'a pas plu à Monsieur Cygne. Comme il était là le premier, il se prend pour le patron du domaine. Alors il terrorise tout le monde, par principe. Même si on n'a rien fait. Nos oies sont déjà réveillées depuis l'aube, mais il est encore trop tôt pour voler. Attendre que les rayons du soleil soient assez puissants pour créer des vents ascendants qui les porteront. On lisse ses plumes pour qu'elles soient bien étanches et on se tient bien groupé. Petite chinoise n'est pas sereine. C'est cette oie là-bas qui lui ressemble. Le père donne le signal du départ. Elle doit s'en aller. Elle doit suivre sa famille. C'est parti pour les grandes vacances dans le sud. Mais d'abord une épreuve périlleuse. Traverser la grande cité. Ici, plus rien ne ressemble à leur monde. Les grandes murailles, les hommes qui vont dans toutes les directions. Le seul repère, c'est l'eau. Suivre la Seine, ne pas s'en écarter. En tête, le père maintient le cap en ouvrant le sillage. La mer est derrière. Elle les oblige à rester bien groupés. Mais petite chinoise est à la traîne. Les autres prennent de l'avance. Ils ne se rendent pas compte.
voilà qui change d'avis. C'est plus fort qu'elle. Elle doit retourner d'où elle vient. La famille ne l'a pas vu s'éloigner. Ils veulent sortir de la ville au plus vite. Petite Chinoise veut retrouver celle qui lui ressemble. Elle a un GPS dans la tête. En une fois, elle mémorise son trajet, photographie tous les repères qui le jalonnent, les quais, les boulevards et même les monuments. Elle peut naviguer comme si elle lisait une carte. Le bois de Boulogne? Trop facile. Celle qui lui ressemble n'est plus là. Petite Chinoise n'est qu'une enfant de 6 mois, seule dans une grande ville. Comment va-t-elle se nourrir? Où va-t-elle dormir? Les oies sont des animaux sociaux. Elles ne sont pas faites pour la solitude. Elles ont trop besoin des autres. Quand les eaux de l'Atlantique se déversent sur la ville, la nature se rappelle à nous. Et tous ceux qui vivent ici ont leurs abris. C'est aussi pour ça qu'ils sont tous là. La ville, c'est plus confortable. La ville attire les animaux parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Mais pas seulement. Dans certains cas, ils viennent aussi pour l'architecture de nos monuments. Elle est le paratonnerre de la cité. Notre protection pour que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. À l'aube du XXe siècle, la tour s'élance hors de terre et devient le plus haut édifice jamais élevé par les hommes. À sa naissance pourtant, tout Paris s'indigne contre l'érection en plein cœur de la capitale de ce monstre d'acier que l'on voit de partout. Inutile et de mauvais goût. Elle défigure Paris. Elle doit être détruite, mais entre-temps, la grande dame a fini par séduire. Du monde entier, sa silhouette attire tous les regards, comme le phare d'un monde à part. Elle a maintenant plus d'1 siècle. Sur elle sont passés tant de pluie et de vent, de rire et d'amour, d'orage et de drame. On ne peut parler d'elle sans parler de lui. Il est de retour dans la cité et il a choisi la grande dame comme alliée. Il est l'impérator de Paris, le faucon pèlerin. Rien ne lui échappe.
Il nous observe tous. Il cherche quelque chose. Son festin du jour. C'est lui, son mets favori. Le pigeon et sa chair savoureuse. Mais pour attaquer, il lui faut des conditions particulières. Celui-là est trop près des toits. Celui-ci, espace trop fermé. Attendre un vol en hauteur. Pèlerin est un super rapace, doué de pouvoirs extraordinaires. Son œil est une prouesse technologique, 10 fois plus puissant que le nôtre. Toujours aux aguets, attentif au moindre mouvement. Il attend la proie idéale. D'autres pèlerins ont choisi Paris comme terre d'accueil. Cette jeune femelle est aussi en observation. Mais pas pour les mêmes raisons. Sa proie à elle, c'est ce jeune mâle. De quoi est-il capable? Voilà maintenant ce qu'il attendait. Plusieurs proies en approche. L'escadrille suit la Seine, son terrain d'attaque favori. Visibilité parfaite, grand dégagement. 100 km/h. Maintenant, prendre plus de vitesse. 150 km/h. Prêt à plonger. 200 km/h. 250. Vitesse de pointe, 350 km/h. Dans la nature, Pèlerin vit sur de hautes falaises desquelles il peut se jeter dans le vide. Sa vitesse est son arme. Il s'en sert pour tuer des proies aussi grosses que lui. Il est l'oiseau le plus rapide au monde. La belle a tout vu. Elle sait que ce jeune mâle sera capable de nourrir une portée. Mais chez les faucons, avant de se compter fleurette, on perpétue le plus incroyable des rituels. C'est une danse, un ballet où s'exécutent les figures les plus audacieuses. Le final est un geste de générosité. Il lâche sa proie et la confie à sa promise. Une offrande à l'amour. De plus en plus de rapaces viennent profiter de nos monuments. Faucons cresserelles, éperviers, chouettes, et maintenant, certains font leur nid en haut des gratte-ciel. Le champ de Mars. Cet ancien champ de bataille fut longtemps un champ de pommes de terre. Mais aujourd'hui,
Il est peuplé de noisetiers de Byzance, de lilas des Indes, d'orangers des Osages. On pourrait penser que la faune parisienne est française de souche. Pas du tout. En réalité, il y a entre nos murs de nombreuses espèces importées au cours des siècles de pays très lointains. Parmi les secrets les mieux cachés du monde sauvage parisien, il est une histoire dont on est à 1000 lieues de se douter. Elle commence dans un des quartiers légendaires de Paris, Montmartre. Pour la comprendre, il faut remonter au XIXe siècle. Pour produire de la soie naturelle, les hommes rapportent alors du Japon un étrange papillon appelé le bombix de l'Élante. Mais un jour, la soie artificielle est inventée et les élevages de chenilles sont abandonnés. Aujourd'hui, ces papillons ont disparu de toute la France. Le seul endroit où ils survivent, c'est à Paris. Nous sommes dans le jardin Saint-Vincent, au cœur de Montmartre, où l'élante, cet arbre qui nourrit la chenille du bombix, pousse en abondance. Ce papillon de nuit sort de son cocon de soie. Opération périlleuse. En quelques heures, il déploie ses ailes et les fait sécher au soleil. C'est une femelle, et elle a suffisamment de réserve pour toute sa vie, quelques semaines. D'ailleurs, elle n'a pas de bouche. La demoiselle est programmée pour se reproduire. Elle n'a que quelques jours pour y parvenir. Mais elle a un problème. Comment trouver un mâle dans cette gigantesque ville? Pour y parvenir, elle a développé une ruse bien à elle. Rester sur sa feuille et faire en sorte que le prétendant la trouve. Elle envoie des messages chimiques, des phéromones. Ces milliers d'hormones volatiles se dispersent maintenant dans l'atmosphère. Elles partent en chasse dans toute la capitale. À 7 km de Montmartre, dans le parc Montsouris, un mâle vient d'éclore. Plus puissante qu'aucun radar créé par l'homme, ses antennes sont ultra sensibles à toutes les odeurs. Touché, une seule particule suffit pour le mettre en alerte. Le signal est clair. Une belle l'appelle quelque part dans la ville. Il y a de l'amour dans l'air. Mais où est-elle? Le courtisan doit capter un nouveau message pour calculer son itinéraire. Mais à part les nombreuses odeurs des dîners parisiens, il ne sent plus rien. S'élever au-dessus des toits. Faire de grands virages pour augmenter ses chances de croiser ne serait-ce qu'une phéromone de la belle. Il a perdu sa trace et se dirige maintenant grâce à ses yeux. Pour maintenir son cap, il va dans la direction de la Lune. Mais parfois, la Lune n'est pas la Lune. C'est pour cela qu'ils sont nombreux à tomber, morts de fatigue au pied de nos lampadaires. Bombix est condamné. Il ne voit que cette lune au-dessus de sa tête. Mais le destin en a voulu autrement. Il a brûlé une grosse partie de ses réserves. La fatigue se fait ressentir.
Bombix a dans son cerveau une carte étoilée du cosmos qui le guide. Mais les lumières de la ville sont autant d'étoiles inconnues qui brouillent les pistes. Là, il sent quelque chose. Dans la cité, des milliers de particules chimiques circulent. La plupart ne trompent pas notre papillon. Mais certaines peuvent ressembler à celles de sa promise. Nos parfums imitent parfois ceux de la nature. Mais d'un peu plus près, Bombix sait faire la différence. Ça y est, il a retrouvé sa trace. Les phéromones sont plus nombreuses. Il peut maintenant les suivre en restant dans leur panache. Elle est là, toute proche. Après toutes ces épreuves, le voilà enfin vainqueur de son marathon nocturne. L'accouplement dure quelques heures. Comme l'apogée de sa vie de mâle, ses dernières forces pour ensemencer sa belle. Alors que sa mission se termine, exténué, Bombix tombe au sol, mort de fatigue. La demoiselle a réussi son coup. Son filtre d'amour est irrésistible. Elle peut maintenant pondre ses œufs sur les feuilles de l'élante. Voici comment ce papillon japonais continue de vivre sous les cieux parisiens. Petite chinoise, elle aussi, a été importée d'Asie. Mais les têtes barrées à Paris, ça ne court pas les rues. En revanche, de la compagnie, on en trouve, même si on ne l'a pas voulu. Voilà quelques heures qu'un drôle de monsieur semble lui porter un intérêt certain. Mais qu'est-ce qu'il a à tourner comme ça? Il n'a pas l'air de bien comprendre la situation. Ce petit monsieur est un colvert, pas une oie. À Paris, les lois de la nature sont parfois légèrement modifiées et on est obligé de composer avec de drôles de gus. Des oies américaines. Depuis quelques années, certaines d'entre elles ont élu domicile à Paris. En tout cas, ça ferait des copines plus fréquentables. Vont-elles l'accepter? Voilà comment on se débarrasse d'un pot de colle. Ces Américaines sont devenues de vraies Parisiennes. Pour manger, pour dormir, pour se balader, il n'y a plus de problème. Elles savent où se rendre en toute saison. Une nouvelle vie peut commencer. Et pour se déplacer, toujours la Seine. La Seine, c'est l'autoroute de la nature. Traverser Paris en 2 minutes, ça fait rêver, non? Depuis 2000 ans, Paris a attiré les hommes et la faune du monde entier.
Mais il y a toujours parmi nous d'irréductibles autochtones. La corneille est parisienne depuis toujours. Elle est à l'affût de tout ce qui se mange. On l'a dit nuisible, mais elle débarrasse Paris d'un tiers de ses détritus. Et quand elle en a fini avec nous, elle se regroupe en colonies dans l'endroit le plus tranquille de la capitale, le cimetière du Père-Lachaise. Cette colline où poussaient des vignes, des légumes et du blé est aujourd'hui le plus grand espace naturel intramuros. Et de nombreux animaux ne s'y trompent pas. Ici, on a la paix. La corneille noire y règne en maître. Mais elle supporte très mal la visite de son ennemi juré, la renarde. Renarde vient chasser sans faire de bruit. Très dangereuse si on n'y prend pas garde. Raté. Il suffit de se réfugier en hauteur. La renarde ne sait pas faire. Ce soir, la renarde rentre bredouille. Il est temps que ces deux gloutons de fils se débrouillent par eux-mêmes. C'est le signal pour la grande découverte. Aller vers l'inconnu. Petit renard hésite. Est-ce à cause de son handicap ? D'abord traverser les quelques bosquets jusqu'au grand boulevard. Mais Petit Renard ne voit pas les obstacles. Sa mère le sait-elle ? La petite ceinture et juste derrière, la grande ville. Des milliers de rongeurs, même des millions, un régal. Une imprudence, une malchance, et voici Petit Renard séparé des siens. Il n'a aucune idée du pétrin dans lequel il vient de se mettre. Pour l'instant, Petit Renard est affamé. S'il ne voit pas bien, son nez, lui, ne le trompe point. Voilà une proie dont la chair est appétissante. Trop compliqué. Où est sa tanière ? S'éveille. D'où viennent tous ces sons étranges? Filez droit devant.
endroit plus rassurant. Et surtout, une odeur de chocolat qui fait frémir ses babines. La corneille craint la renarde, mais pas un petit renardeau. Ici, c'est elle qui commande. Affamé, terrifié et terriblement seul, Petit Renard est au bout du rouleau. Se cacher et attendre la nuit. Nombreux sont les renards à Paris qui périssent avant d'atteindre l'âge de 1 an. Et même lorsqu'ils passent ce cap, pour cette espèce, l'espérance de vie moyenne est de 3 ans. On ne fait pas de vieux os chez les renards. Il n'empêche, les renards sont de plus en plus nombreux à Paris. Et grâce à la petite ceinture, cette ancienne voie ferroviaire désaffectée qui relie presque tous les parcs et jardins de la capitale, ils sont maintenant partout dans la ville. Pour lui, comme pour les autres animaux, un jour, il ne reste plus que les poubelles pour se nourrir. L'hiver arrive soudainement. La plupart des sédentaires sont habitués au grand froid. Mais pour Petite Chinoise et ses 2 amies américaines, c'est tout autre chose. Sous les palmes, rien ne va plus. Les plantes dont elles se nourrissent sont devenues inaccessibles. Leurs congénères ont appris à déserter l'hiver en accomplissant leur migration vers le sud. Heureusement, il y a des Parisiens plus attentifs qui pensent à les nourrir. Quand le thermomètre tombe en dessous de 0, de nombreuses espèces viennent aussi se réchauffer dans la capitale, car il y fait toujours 4 ou 5 degrés de plus qu'à la campagne. Surtout les mouettes rieuses. Elles arrivent par milliers de l'Atlantique. Le problème avec elles, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères. Elles attrapent tout plus vite. Monsieur Cygne ne fait plus le mariole. Les gros porteurs sont désavantagés. Petite Chinoise aussi est trop lourde. Mieux vaut retourner sur le grand fleuve. Lui, il ne gèle jamais.
La Seine, un ruban de vie d'une surprenante richesse. Elle entoure de ses bras l'antique ville de Lutèce. En ce temps, l'eau était d'une incroyable pureté. On pouvait la boire sans retenue. Puis la ville a grandi et elle a souffert. Il y a 50 ans, seulement 3 espèces de poissons avaient survécu à la pollution. Aujourd'hui, grâce aux efforts consentis, elles sont plus de 40. La Seine va mieux, même les saumons reviennent. Si bien que des poissons étrangers viennent maintenant en profiter. Parmi eux, un nouveau venu. Un mastodonte aquatique. Le silure. Propulsé par 7 nageoires, équipé de prodigieux détecteurs de présence, ce prédateur de 2,50 m rôde dans les profondeurs du fleuve à la recherche d'une proie. Il peut localiser n'importe quel être vivant à 20 mètres. Il est venu de Hongrie, du Danube, et a colonisé la Seine. Le Hongrois chasse tout ce qui bouge. Des gardons, des batraciens et même des brochets. Un radar ultra perfectionné avec une énorme bouche. Il arrive à ce grand solitaire de se regrouper en meeting impromptu. « 200 individus de plus de 100 kilos. 20 tonnes de silure sur quelques mètres carrés. Que trament-ils? Ils échangent des informations, c'est sûr, mais personne n'a encore compris lesquelles. Puis ils repartent. Depuis peu, le silure a inventé une nouvelle technique de chasse. Il s'attaque à des proies qui ne l'attendent pas. Il sent la chair chaude, toute proche. Eux ne connaissent pas ce danger qui vient de l'eau. Le Hongrois est vorace, et il est même capable de manger ses congénères. Si vous vous baignez dans la Seine, il n'attaque jamais l'homme. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Un fleuve, des rivières, des bois et des jardins, la ville est sur la bonne voie. Que l'on soit poisson hongrois ou papillon japonais, petite chinoise ou américaine, quand on est à Paris, on aime par-dessus tout le retour du printemps. Les beaux jours réchauffent les cœurs et la ville lumière devient ville sentimentale. Certes, il faut se reproduire au printemps, mais on ne passe pas à l'acte avant un rituel d'importance. Flatter, amadouer, cajoler, courtiser. C'est le temps de la romance. Le champion de la parade nuptiale, c'est le grèbe huppé. Ils testent leur charme, ils se synchronisent pour trouver l'accord. On pourrait penser que les bruits de la cité empêchent les oiseaux d'échanger leur chant d'amour.
Pas du tout. On le sait maintenant. Ils augmentent le volume. Pour se faire entendre, les oiseaux chantent encore plus fort qu'à la campagne. Au jardin des Tuileries, de petits oiseaux voyageurs venus d'Afrique viennent nicher sous les arches du carrousel, les hirondelles. Si elles ont choisi ce lieu, c'est pour son architecture. Nos immeubles sont trop lisses. Les ornements du carrousel sont idéaux pour construire un nid. Ce lieu est un des plus bouillants de l'histoire de France. D'ici, autrefois, les chasseurs partaient pour chasser le loup, d'où son nom, la Louverie, le Louvre. De ces temps anciens, il ne reste pas que des vestiges de pierre. Il nous reste un animal qui mérite beaucoup mieux que sa vilaine réputation, le pigeon. Autrefois, il vivait dans nos demeures. Chaque maison avait son pigeonnier. Ses compagnons nous servaient de messagers ou de plat principal. Et oui, il y avait toujours un pigeon prêt à être mangé à la maison. Après la Première Guerre mondiale, les hommes ont cessé de les entretenir et ils se sont retrouvés à la rue. Ces pigeons ont pourtant préféré rester près de nous. Ce sont leurs descendants qui peuplent aujourd'hui Paris. Mais ils sont moins bien logés qu'autrefois. Abandonnés par nous, ils nichent dans les moindres recoins, sous les ponts et sous les gouttières. Ils grelottent l'hiver et sont méprisés en toute saison. Tout cela pour être avec nous. Quand arrive la saison des amours, les 80 000 pigeons de Paris oublient leur malheur et se mettent à roucouler. Il y a plusieurs espèces de pigeons. Le ramier, avec son collier blanc, est en réalité un gentleman venu récemment de la campagne. Il s'est pris d'enthousiasme pour le milieu urbain, mais préfère vivre dans les arbres. L'autre, c'est le biset. Avec ses yeux orange, ce Parisien de longue date a une mémoire incroyable des lieux et des visages des hommes. Les histoires d'amour de ces deux pigeons sont tout à fait surprenantes. Monsieur Ramier est un grand romantique. À chaque printemps, il met un point d'honneur à séduire à nouveau sa chère et tendre. Ces deux-là vivent ensemble depuis des années. Pourtant, pas question de céder à la routine d'un vieux couple. Monsieur Ramier commence par son plus beau chant et la pigeonne fait mine d'apprécier comme si c'était la première fois. Qui est ce bel inconnu? Ensuite, monsieur entreprend la construction de la maison de sa belle. Ou plutôt, il fait semblant. Et voilà, un ex-nouveau couple est né. Qu'il est bon parfois de rejouer les prémices de l'amour naissant. Cela renforce les liens et ravive le désir. Leur union durera toute la vie. Le biset, il faut le reconnaître, est moins avantagé par la nature. Bien qu'ayant pour régulière une dame pigeon fort honorable, Monsieur Biset est un dragueur impénitent. Et il a trouvé ce matin une demoiselle qui plaît bien à son humeur. Une jeunette
tête pleine de grâce qui fait la mijaurée. Une petite escapade avec cette demoiselle lui irait bien. Mais notre Bizet en matière de drague n'est pas bien malin. Il va trop vite en besogne. La demoiselle n'est pas une fille facile. Finalement, elle n'est pas intéressée. Il a beau parader et gonfler son jabot, elle n'en fera rien. Et maintenant, elle en a assez de ce lourdeau. Un véritable boulet. Ce pot de colle va-t-il enfin lui lâcher la grappe? À force de s'agiter, Bizet a fini par attirer l'attention d'une autre femelle, infiniment plus dangereuse. Chez les Bizet, l'adultère est commun. Chez les ramiers, cela ne se fait point. À la fin du printemps, tous les couples sont formés et les petits ne vont pas tarder. Petite chinoise, elle, n'a trouvé aucun oiseau de son espèce. Il arrive parfois que des migrateurs forment des couples mixtes avec d'autres espèces. Et c'est probablement ce qui se serait produit si un événement inhabituel n'avait eu lieu. Un premier vol est arrivé. Des Américaines. Puis, un deuxième vol. En quelques minutes, c'est comme si toute l'Amérique avait débarqué. Ce n'est pourtant pas un hasard. Ces oies-là ont depuis peu changé leurs habitudes. Elles viennent dorénavant se reproduire à Paris. Petite chinoise a dû penser qu'elle aurait de nouvelles amies. Mais très vite, la réalité s'est imposée. Elles ne veulent pas d'elle. La voilà seule à nouveau. Il y a bien le gang des colverts, mais ce sont de véritables dérangés du sexe. Quand ça leur prend, ils s'y mettent à plusieurs pour harceler une jeune femelle. Un sale moment à passer pour la canette, mais elle sait que ces dingos vont finir par se fatiguer. Heureusement, la doyenne de la mare, Madame Kahn, a su trouver une parade. Elle a pris 2 amants. L'avantage d'avoir 2 amants, c'est qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Du coup, ils ne s'éloignent jamais d'elle de peur que l'autre n'en profite. Des gardes du corps. Maline, la Kahn. Petite chinoise est née en captivité. Puis elle s'est évadée en suivant une famille suédoise qui l'avait adoptée. Voilà un an, elle s'est retrouvée seule dans la grande ville. Et puis, il y a eu les copines, les bonnes copines américaines. Elle s'est adaptée à la cité. Mais elle reste une sans famille.
Aujourd'hui, la ville s'est réveillée sans un souffle d'air. Et bientôt, la cité étouffe sous la chaleur. Tout le monde cherche la fraîcheur, un coin d'ombre. Mais seuls les connaisseurs savent où la trouver. Autrefois, il n'y avait pas d'arbres dans la ville. On suffoquait tellement que la décision fut prise d'en planter. C'est Haussmann qui trouve la solution. Pour que les arbres survivent, il entoure leurs pieds de grilles qui protègent leurs racines. Platanes, marronniers, tilleuls, ils vont tous nous apporter de l'ombre, de la fraîcheur et de l'oxygène. Grâce aux 500 000 arbres de Paris, la nature est revenue dans la ville. En bâtissant leur ville, les hommes ont voulu s'éloigner de la nature. Mais la ville est devenue invivable. Et petit à petit, pour leur bien-être, ils ont fait revenir des morceaux de nature. Sans le vouloir, ils ont ouvert la porte au monde qu'ils avaient chassé. Entre les pavés, des perces bitumes ont réussi à se faufiler pour trouver leur place au soleil. Et puis les animaux sont revenus, par les airs, par l'eau et la terre. Un mouvement naturel qui au début s'est fait sans nous. Mais récemment, une nouvelle mode est arrivée. Les Parisiens ont soudainement eu envie d'un petit espace de nature à eux. Un balcon, une terrasse ou juste un pot. Aujourd'hui, les citadins plantent, arrosent, câlinent leurs fleurs. Et sans le savoir, ils accélèrent le mouvement. Cette activité humaine a eu une conséquence très inattendue. Certains animaux ont appris la nouvelle. Et ils migrent maintenant par milliers pour vivre entre nos murs. C'est le cas des abeilles. Elles quittent la campagne et viennent s'installer à Paris. Des centaines d'essaims arrivent chaque année. L'essaim est guidé par sa reine. 15 000 fidèles la suivent partout. Son objectif, trouver un nouveau territoire bien fleuri. Dans les campagnes, les fleurs ont disparu des champs cultivés. Mais à Paris, c'est le bonheur. Du pollen, il y en a partout et de toutes sortes. Dans les parcs, sur les balcons, sur les terrasses, à s'en faire tourner la tête. Paris est devenu le nouvel Eldorado des abeilles. La reine doit trouver un lieu en hauteur pour reposer sa colonie. Puis s'assurer de la présence de fleurs pour ne pas trop fatiguer ses ouvrières. L'essaim sauvage est vite découvert, trop près des humains. L'alerte est lancée. On leur envoie un messager. C'est l'apiculteur de Paris. Celles-ci sont des abeilles noires, une espèce qui vit dans nos contrées depuis 1 million d'années. Elles sont rustiques, très productives et aussi très douces.
mais elles sont menacées par d'autres abeilles importées de Nouvelle-Zélande. À Paris, pour encourager l'abeille noire, une idée folle a germé. Installer des ruches dans tous les espaces disponibles. Sur les toits des monuments, des musées, des hôtels. Aujourd'hui, l'apiculteur s'occupe de plus de 60 ruches aménagées sur les hauteurs de Paris. Il faut maintenant que cette reine et son essaim cessent de vagabonder. L'apiculteur a mis au point une stratégie bien à lui. Tout d'abord, rassurer la reine pour qu'elle cesse de s'agiter. La placer dans un site bien tranquille. Ensuite, lui voler une partie de sa colonie et l'emmener ailleurs. Deuxième étape du stratagème, installer le petit groupe d'abeilles captives près d'une autre ruche, à Notre-Dame. Et là, prodige de la nature. Les captives ont tout de suite réalisé qu'elles avaient perdu leur reine et se sont immédiatement mises à en concevoir une nouvelle. Il leur faut une reine, la voilà. Maintenant, la mettre en présence des mâles. Quand on est une reine, on fait l'amour une fois pour toute la vie. En quelques minutes, elle recueille des millions de semences de mâles. Ça y est, Sa Majesté rentre dans sa ruche et n'en sortira plus. Une reine peut donner naissance à 2000 abeilles par jour. À la fin de sa vie, elle aura mis au monde 2 millions d'abeilles. Les abeilles captives sont rassurées, l'équilibre du monde est restauré. Elles peuvent maintenant explorer les alentours pour trouver des fleurs à butiner. Vite, du pollen. On sait aujourd'hui que les abeilles de Paris se portent mieux que celles des champs. Les pesticides ont été bannis de la cité. Étrangement, pour les abeilles, la ville est moins polluée. Le miel de Paris est un mélange exquis d'arômes du monde entier. Orangers, citronniers, châtaigniers, tilleuls et toutes les fleurs merveilleuses qui poussent sur nos balcons. Paris est un tel paradis pour les abeilles qu'aujourd'hui, de jeunes reines nées en ville sont envoyées dans les campagnes pour les repeupler d'une jeunesse pleine de vitalité. Monsieur et Madame Miocastor n'ont toujours pas trouvé d'appartement. Madame attend une portée et il lui faut un endroit stable rapidement. La vie sans domicile fixe, ça commence à bien faire. Normalement, les Miocastors vivent en harem, 3 à 5 femelles pour un mâle. Mais avec cette femelle, pas possible. Voilà une galerie déjà creusée. Beau volume, plusieurs tunnels dont un accès direct sous l'eau, c'est parfait. Des rats! Oh non, pas eux. Beaucoup de gens croient que les Miocastors sont des cousins des rats. C'est faux. Ils n'ont strictement rien à voir avec cette espèce de bas étage. Les Miocastors sont des cousins du castor et ils ne partagent pas leur galerie avec les rats. Conséquence, voilà 2 jours qu'ils n'ont pas dormi. Madame est épuisée. Ici, ce n'est pas le grand luxe, mais au moins, c'est calme.
C'est quand on pense que tout est perdu qu'on trouve la solution. Une île protégée du monde. Ils ont trouvé leur bonheur. Des gourmandises à foison. Une vue imprenable. Et devinez où? Eh oui. Si vous y passez, allez leur dire bonjour. Mais ne leur parlez surtout pas de déménagement. La ville offre un gîte à de nombreuses espèces. Mais le plus étonnant, c'est que maintenant, certains animaux s'y réfugient pour l'opération la plus périlleuse de leur existence. Madame Khan a faussé compagnie à ses deux amants. Elle a trouvé un endroit discret pour faire éclore ses petits. Mais maintenant, il va falloir qu'ils sautent. Un saut de 8 mètres et ils ne savent pas voler. Ils ont quelques heures et déjà un courage inouï. Comment font-ils pour savoir tant de choses si vite? Mais dans l'eau, il y en a toujours un plus peureux. Tous des super cantons. Voilà un an, Petite Chinoise sortait de son œuf, elle aussi. Comme le petit Greb, elle a vécu dans les plumes de sa maman. Son père s'occupait du ravitaillement, mais c'est sa mère qui lui mettait dans le bec. Elle avait aussi une sœur plus âgée. Il y avait toujours un peu de jalousie, mais ça s'arrangeait. C'était il y a longtemps, mais Petite Chinoise ne pourra jamais l'oublier. Ce matin, un nouveau vol est arrivé. Des Suédoises. Petite Chinoise reconnaît ses voix. C'est sa famille adoptive. Si elles sont là, ça veut dire qu'elles font leur escale habituelle. Elles arrivent de Suède et vont dans le sud. Une année s'est écoulée. Petite Chinoise peut repartir maintenant. C'est Monsieur Cygne qui va être content. Bye bye les Américaines. Les oiseaux migrateurs ont traversé nos terres depuis des temps immémoriaux. Leur passage par Paris est un signe que la ville se transforme. Mais où va-t-elle? Quel sera le visage de Paris demain? Nous savons que le contact avec la nature améliore notre qualité de vie et notre santé. Cela change tout. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue aux êtres que nous avons hier chassés. Nous leur demandons de bien vouloir revenir entre nos murs.
Le peuple du ciel et le peuple de l'herbe? Les habitants du fleuve et les amoureux des fleurs? Ils sont tous d'accord. Ils ont commencé à jouer avec nous le jeu de la modernité. Mais peut-on mieux faire? Peut-on se laisser aller à rêver d'une ville verte? Avec un monde sauvage pacifié à notre porte. Un grand Paris où tous les espaces naturels seraient connectés entre eux. Des chemins qui permettent à tous les êtres vivants d'aller librement entre la campagne et la ville. Peut-on espérer que certains des plus farouches habitants de nos forêts viennent à leur tour se nourrir dans nos parcs, se séduire sous nos fenêtres, se promener sur nos places? Va-t-on bientôt respirer un air libéré de toutes ces fumées? Les maîtres de la cité sont mobilisés. Ils ont mis la nature au cœur de leurs grands projets. Dans de nombreuses grandes métropoles, le mouvement a déjà commencé. Montréal, Bruxelles, plus humaine, plus connectée au monde vivant. La course à l'innovation est lancée pour la ville du futur. Rêvons, imaginons, inventons, pour que nos enfants puissent continuer à dire de Paris qu'elle est toujours la plus belle ville du monde.